Mes chers amis, le 7 juillet 2026 restera dans les annales comme le jour où la justice française a inventé le paradoxe politique absolu. Condamnée pour détournement de fonds publics, sous le coup d'une peine de prison ferme, Marine Le Pen conserve pourtant le droit constitutionnel de briguer l'Élysée en 2027. Comment l'appareil d'État a-t-il pu accoucher d'une sentence aussi chirurgicale, qui sauve sa carrière tout en détruisant sa stature? C'est le début d'une guerre psychologique et institutionnelle sans précédent que nous allons décoder ensemble. Ce verdict de la Cour d'appel de Paris n'est pas une simple décision de justice, c'est un chef-d'œuvre de machiavélisme institutionnel. Pour vous qui analysez la vie politique française depuis des décennies, vous savez qu'un homme ou une femme d'État ne survit pas à la perte de sa dignité symbolique. En rendant son arrêt, la haute magistrature n'a pas tranché un nœud gordien, elle a tissé une toile invisible autour de la candidate du Rassemblement national. Rappelez-vous le séisme de première instance en mars 2025, où les juges avaient réclamé sa mort politique immédiate par 5 ans d'inéligibilité. Le système semblait alors vouloir l'abattre d'un seul coup, au risque d'en faire une martyre absolue aux yeux de millions de Français et de provoquer une crise démocratique majeure. Ce 7 juillet 2026, la stratégie a radicalement changé. La Cour d'appel a préféré la méthode de l'usure psychologique à celle de l'exclusion brutale. L'ingénierie mathématique de cet arrêt est d'une précision troublante. En ramenant l'inéligibilité réelle à 15 mois, calculée rétroactivement, les magistrats s'assurent que la sanction s'éteindra opportunément juste avant le dépôt des parrainages pour 2027. C'est une fausse clémence, un cadeau empoisonné qui force Marine Le Pen à mener la campagne la plus humiliante de l'histoire moderne. Imaginez la scène pour les électeurs de plus de 50 ans, attachés à la sacralité et à la majesté de la fonction présidentielle. Peut-on incarner le chef suprême des armées et le garant des institutions quand son propre agenda de campagne doit être validé chaque semaine par un juge d'application des peines? L'image d'une candidate à l'Élysée entravée par un bracelet électronique détruit l'illusion d'autorité qu'elle a mis 20 ans à bâtir. La justice a ainsi neutralisé la rhétorique du complot des élites. Marine Le Pen ne peut plus crier à la censure puisqu'elle est autorisée à concourir. Elle entre dans l'arène, mais elle y entre affaiblie, surveillée et dépouillée de sa stature présidentielle face à une opinion publique légitimement déstabilisée. Mais pour comprendre pourquoi les magistrats ont pu frapper avec une telle certitude et une telle précision, il faut observer les fondations mêmes de l'accusation. Tout s'est joué loin de Paris, dans l'ombre d'une architecture financière occulte que le parti gérait depuis Strasbourg. Nous allons analyser la mécanique de cette urgence financière et le document comptable secret qui a scellé le destin de Marine Le Pen. Pour comprendre la genèse de ce piège judiciaire, il faut impérativement s'éloigner des projecteurs parisiens. Il nous faut remonter le temps jusqu'au début des années 2010, dans les coulisses feutrées du Parlement européen à Strasbourg. À cette époque, le mouvement de Marine Le Pen traverse une crise financière sans précédent qui menace sa survie quotidienne. Les banques françaises refusent systématiquement d'accorder le moindre prêt au parti, coupant les lignes de crédit nécessaires concertées à son déploiement national. C'est dans ce contexte d'asphyxie financière totale que va naître une stratégie de contournement institutionnel particulièrement audacieuse. L'objectif était simple, utiliser les enveloppes budgétaires européennes pour rémunérer des cadres qui travaillaient en réalité exclusivement pour le parti à Paris. Pendant plus de 12 ans, ce mécanisme occulte a permis de capter plus de 4 millions d'euros directement dans les caisses de l'Union européenne. Les procureurs ont décrit ce système comme une structure centralisée à l'échelle quasi-industrielle, orchestrée depuis le sommet de la hiérarchie. Pour Marine Le Pen, ce choix n'était pas dicté par un désir d'enrichissement personnel, mais par un instinct de préservation politique face à l'adversité. Dans son esprit, il s'agissait d'une forme de légitime défense financière contre un système bancaire jugé hostile. Cependant, la rigueur des juges ne s'embarrasse pas de justifications idéologiques ou de nécessités partisanes. Le point de bascule du procès a été la découverte d'un document comptable interne, une note confidentielle qui détaillait précisément la correspondance entre les besoins financiers du parti et les contrats des assistants. Ce document secret
a brisé net la ligne de défense de la candidate, apportant la preuve matérielle d'une intention délibérée de détournement. Les magistrats de la cour d'appel se sont appuyés sur cette pièce maîtresse pour prononcer une amende colossale de 2 millions d'euros contre le Rassemblement national. Cette sanction financière est un coup de massue terrible pour les caisses du mouvement à l'aube de l'échéance présidentielle. Au-delà du sort individuel de sa dirigeante, c'est toute la logistique de la future campagne de 2027 qui se retrouve lourdement hypothéquée. Marine Le Pen a sauvé son éligibilité par un arbitrage temporel exceptionnel, mais elle hérite d'un parti financièrement exsangue. Et surtout, elle s'apprête à subir une contrainte physique quotidienne qui risque de transformer sa pré-campagne en un calvaire médiatique. Nous allons analyser la réalité de ce bracelet électronique qui va désormais entraver chacun de ses mouvements. Nous verrons comment cet outil de surveillance va devenir la cible favorite de ses adversaires pour briser sa stature face aux Français. C'est ici que le verdict du 7 juillet 2026 bascule de la haute stratégie politique à la réalité physique la plus brute. Marine Le Pen évite la prison, mais elle écope d'1 an de détention à domicile sous surveillance électronique, une peine infamante pour quiconque prétend s'installer au sommet de l'État. Pour vous qui connaissez l'importance des symboles sous la Ve République, vous mesurez le choc anthropologique que représente cette décision. Dans l'esprit de nos institutions, le président est le garant de l'indépendance nationale, une figure presque sacrée qui n'obéit qu'au peuple souverain. Or, comment imaginer une candidate arpenter les marchés de nos provinces, serrer les mains des électeurs, tout en sachant que le moindre retard de quelques minutes déclenchera une alerte sur les ordinateurs de l'administration pénitentiaire. Cette mise sous tutelle invisible brise net l'illusion de l'autorité naturelle qu'elle s'est efforcée de construire. Marine Le Pen elle-même ne s'y est pas trompée, pressentant ce piège bien avant que le verdict ne tombe. Elle avait d'ailleurs confié, dans un élan de lucidité presque désespéré, « Si on me permet d'être candidate, mais qu'on m'interdit de me déplacer librement pour faire campagne, alors c'est tout simplement impossible. » Ces mots résonnent aujourd'hui avec une amertume prophétique, car la réalité de sa situation est désormais un fardeau quotidien. Mener une campagne présidentielle exige une liberté absolue de mouvement, des réunions improvisées au déplacement d'urgence au bout du pays. Avec ce carcan technique, chaque meeting, chaque émission de télévision en soirée, chaque déplacement hors de son périmètre devra faire l'objet d'une négociation humiliante avec un juge. C'est une bureaucratisation de l'ambition politique, une lente agonie logistique qui va s'étirer sur 12 mois cruciaux. Ses adversaires politiques ont immédiatement compris la faille et s'engouffrent dans cette brèche symbolique avec une agressivité feutrée mais redoutable. À gauche comme au centre, on ne l'attaque plus seulement sur ses idées, mais sur sa capacité même à incarner la dignité d'un chef d'État. Les flèches de la critique transforment le bracelet électronique en un symbole permanent de compromission et de faillite morale. Au sein même de son état-major, le malaise est palpable malgré les déclarations de solidarité devant les médias. Les cadres du Rassemblement national savent que l'électorat senior, si attaché à l'ordre et au respect des institutions, pourrait être durablement déstabilisé par ce spectacle inédit. Peut-on confier les secrets de la défense nationale et les codes nucléaires à une femme dont l'État contrôle le moindre pas? C'est précisément dans cette atmosphère de vulnérabilité extrême, alors que la figure tutélaire du mouvement se retrouve assignée à résidence, qu'un autre acteur avance ses pions. Dans l'ombre de cette crise, un jeune homme de 30 ans, épargné par les scandales judiciaires et porté par des sondages d'opinion insolents, commence à s'imposer comme une alternative incontournable. Pendant que Marine Le Pen gère les contraintes humiliantes de son assignation à résidence, un homme observe la situation depuis les bureaux feutrés du siège du parti. Jordan Bardella, 30 ans à peine, incarne aujourd'hui la plus grande promesse, mais aussi le plus grand défi pour la survie du mouvement national. Son ascension fulgurante n'est plus seulement une réussite militante, elle devient le pivot central de la prochaine élection présidentielle. Né dans la banlieue populaire de Seine-Saint-Denis, ce jeune homme politique possède un atout majeur que sa mentor n'aura jamais. Il ne porte pas le nom de Le Pen. Pour l'électorat senior, si pointilleux sur la respectabilité et le sens de l'État, il offre le visage d'une droite moderne, lisse
est totalement lavé des outrances du passé. Il maîtrise à la perfection les codes de la communication moderne, captivant la jeunesse sur les réseaux sociaux tout en rassurant les plus de 50 ans par son éternel costume impeccable. Entre la femme d'État entravée par la justice et le jeune président de parti au zénith de sa popularité, les rapports de force ont discrètement basculé en ce mois de juillet 2026. En coulisses, la relation entre Marine Le Pen et son protégé est entrée dans une phase d'une complexité psychologique fascinante. C'est la tragédie classique du monarque qui voit son dauphin grandir un peu trop vite alors que sa propre couronne est vacillante. Les derniers sondages, publiés par l'Institut Ipsos BFA au lendemain du verdict de la Cour d'appel, sont venus confirmer cette réalité brutale. Dans l'hypothèse où Marine Le Pen renoncerait à se présenter, Jordan Bardella obtiendrait des scores quasi identiques au premier tour de la présidentielle de 2027, oscillant fermement entre 30 et 1% et 36% des intentions de vote. Ces chiffres froids démontrent que le Rassemblement national n'est plus la propriété exclusive d'une dynastie familiale. La tentation du remplacement politique, bien que farouchement niée en public par l'intéressé, commence à hanter les esprits des conseillers de l'ombre. Jordan Bardella répète, à qui veut l'entendre, qu'il reste le plus fidèle des soldats, le bouclier de sa présidente face aux attaques judiciaires. Pourtant, l'histoire politique nous enseigne que la loyauté résiste rarement à l'appel irrésistible du destin suprême. Pour Marine Le Pen, voir son disciple la dépasser en popularité, tout en étant elle-même privée de sa liberté de mouvement, est une épreuve d'une violence inouïe. Elle sait que chaque compliment qu'elle lui adresse en public valide un peu plus l'idée qu'il est prêt à prendre sa place. Le piège de la cour d'appel se referme ainsi doublement. Il l'affaiblit face à la justice et l'isole face à sa propre succession. Les cadres historiques du mouvement, fidèles de la première heure à la famille fondatrice, commencent à regarder avec une sourde inquiétude les ambitions de cette jeune garde qui entoure Bardella. Ils craignent que la personnalisation extrême du pouvoir autour de ce trentenaire pressé ne dilue l'identité originelle du parti. La transition dynastique, si elle a lieu, ne se fera pas sans heurts ni sans doute profond au sein de l'appareil. Mais au-delà de la simple rivalité de personnes et de la guerre des égos, c'est une fracture idéologique bien plus profonde qui menace la cohésion du mouvement. Car si Jordan Bardella et Marine Le Pen parlent d'une même voix sur la sécurité, ils s'opposent désormais de manière frontale sur la gestion de votre portefeuille. Derrière la façade unie du Rassemblement national, un autre affrontement, plus discret mais tout aussi féroce, est en train de redéfinir l'avenir du parti. Si les questions de sécurité et d'immigration cimentent l'unité des troupes, la doctrine économique est devenue un véritable champ de mine entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Pour vous qui suivez l'évolution des programmes politiques, cette fracture révèle deux visions irréconciliables de la société française. Marine Le Pen incarne depuis toujours une vision souverainiste et protectionniste, souvent qualifiée de gaullisme social. Pour elle, l'État doit rester le protecteur ultime des classes populaires et des plus vulnérables face aux dérives de la mondialisation. Sa promesse phare, répétée sur tous les tons, a toujours été d'abroger la réforme de l'exécutif pour ramener l'âge légal de départ à la retraite à 60 ou 62 ans. À l'opposé, Jordan Bardella insuffle une ligne radicalement différente, beaucoup plus pragmatique et libérale. Conscient que pour gouverner, il faut d'abord rassurer les marchés financiers et les institutions européennes, le jeune président multiplie les déjeuners secrets avec les grands patrons. Son discours prône la baisse des impôts sur les entreprises, la simplification administrative et une gestion rigoureuse des finances publiques. Ce choc doctrinal a atteint son paroxysme au cours de cet été 2026, précisément autour de cette question ultra sensible des retraites. Alors que Marine Le Pen maintenait sa posture sociale traditionnelle, Jordan Bardella a publiquement nuancé la position du parti en insistant sur la réalité des équilibres budgétaires. Ce recul stratégique a été perçu par la vieille garde comme une trahison idéologique majeure, un alignement sur le camp de la finance. En coulisses, les conseillers s'efforcent de masquer cette fracture en présentant ce duo
comme une complémentarité calculée. Selon cette rhétorique officielle, Marine Le Pen conserverait le cœur des électeurs populaires, tandis que Jordan Bardella séduirait les classes moyennes et les entrepreneurs. Pourtant, cette acrobatie politique fragilise grandement la crédibilité globale du mouvement à l'approche de l'échéance présidentielle. Les cadres historiques craignent désormais que ce virage pro-business ne brise le pacte de confiance historique avec la France périphérique et ouvrière. L'unité de l'appareil est mise à rude épreuve par ces débats internes qui touchent directement au portefeuille des Français. Face à cette double crise, à la fois judiciaire et doctrinale, le mouvement se retrouve contraint de faire un choix existentiel. La stratégie de conquête du pouvoir doit être entièrement réécrite pour éviter l'implosion avant le printemps de l'année prochaine. Nous verrons si Marine Le Pen tentera le coup de poker de la dernière chance ou si elle acceptera le sacrifice suprême au profit de son dauphin. Le premier scénario est celui du kit ou double, une stratégie que l'on pourrait qualifier de choix de l'obstination institutionnelle. Marine Le Pen décide d'ignorer l'humiliation symbolique du bracelet électronique et se lance envers et contre tout dans la course à l'Élysée. Ses avocats tentent le tout pour le tout en déposant un recours devant la Cour de cassation, espérant suspendre ou retarder l'application de la peine d'aménagement de détention. C'est un pari extrêmement risqué qui repose entièrement sur la ferveur des militants et la lassitude d'une partie du pays face au système actuel. Mais imaginez le poids d'une campagne présidentielle, où chaque débat télévisé, chaque grand meeting national serait assombri par la réalité de sa situation pénale. Pour l'électorat senior, si attaché à la dignité de la fonction suprême, ce spectacle pourrait briser définitivement le prestige nécessaire pour diriger la nation. Le second scénario, de plus en plus évoqué dans le secret des cabinets politiques, est celui du sacrifice suprême et de la passation de pouvoir. Marine Le Pen accepte de s'effacer officiellement au profit de Jordan Bardella pour la présidence de la République, tout en scellant un pacte exécutif inédit. Dans cette configuration, le jeune président de 30 ans incarnerait le visage de la modernité à l'Élysée, tandis qu'elle viserait l'hôtel de Matignon en cas de victoire aux législatives. Ce ticket inédit permettrait de contourner l'obstacle judiciaire tout en préservant l'unité du mouvement national. Jordan Bardella apporterait sa dynamique électorale et son absence de casier judiciaire, tandis que Marine Le Pen conserverait son rôle de boussole idéologique et de garante de la vieille garde. C'est une restructuration totale de la gestion du pouvoir qui se dessine à travers cette alliance de circonstances. Au-delà de ces calculs politiques à court terme, l'arrêt du 7 juillet 2026 marque un tournant anthropologique majeur pour la droite nationale française. C'est la fin d'une époque, le crépuscule d'une dynastie familiale qui régnait sans partage sur ce courant politique depuis plus d'un demi-siècle. Le nom de Le Pen, qui a longtemps été à la fois un aimant électoral et un plafond de verre, doit désormais composer avec les règles implacables de la réalité institutionnelle. La démocratie française démontre ici une maturité froide et implacable, où l'institution survit toujours aux ambitions individuelles. Le système n'a pas exclu la dissidence par une interdiction brutale, il l'a contrainte à se normaliser ou à s'effacer sous le poids de ses propres erreurs de gestion. La Ve République prouve une fois de plus sa résilience face aux crises de légitimité les plus profondes. Mes chers amis, nous arrivons au terme de cette longue analyse, et c'est à vous que je souhaite poser la question cruciale. Vous qui possédez la mémoire de notre histoire politique, êtes-vous prêt à confier les clés de la France à une candidate dont les mouvements sont tracés chaque seconde par la justice, ou à un jeune homme de 30 ans qui n'a jamais exercé la moindre responsabilité ministérielle ? Le choix de 2027 s'annonce comme le plus complexe et le plus lourd de conséquences de notre vie démocratique. Donnez-moi votre avis éclairé dans les commentaires ci-dessous, car vos réflexions enrichissent toujours notre débat avec beaucoup de hauteur. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie et rigoureuse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains décryptages de l'actualité politique. Merci infiniment pour votre fidélité et à très bientôt.